Bon, eh bien, merci pour cette invitation pour parler sur les magnétars en particulier qui en fait sont des étoiles à neutrons ultramagnétisées, peut-être pas forcément ultramagnétisées. Donc ici, dans ce séminaire, je vais vous donner une vision d'ensemble de ces étoiles à neutrons en particulier et des pulsars et des magnétars qui nous intéressent plus particulièrement pour cette série sur les sursauts radio rapides, puisque en fait, ces pulsars et ces magnétars sont peut-être une source possible pour expliquer ces sursauts gamma, ces sursauts radio rapides. Donc la présentation va suivre ce plan ci-joint. En fait, je vais vous rappeler en fait la découverte et la genèse de l'idée d'étoile à neutrons, parce qu'elle n'est pas si jeune que ça, cette idée. Et ensuite, je vais passer en revue les étoiles à neutrons dans leur généralité, leurs caractéristiques essentielles, et passer ensuite plus en détail sur les pulsars, qui eux sont vraiment des sources très efficaces de rayonnement radio. Je vais aussi vous montrer qu'en fait, ces pulsars, ils émettent, certes, on les a découverts en radio, mais ils émettent en fait dans toute la gamme des longueurs d'onde de la radio en passant par l'optique, les rayons X et les rayons gamma. Et ensuite, je vous montrerai ce qu'on pense de l'électrodynamique associée à la magnétosphère de ces étoiles à neutrons, puisqu'il faut aussi expliquer d'où provient ce spectre multi-longueur d'onde, pourquoi on en voit certains en radio, pourquoi certains en gamma, pourquoi d'autres dans tout le spectre, etc. Et enfin, je terminerai par les magnétars, puisque pour bien comprendre les magnétars, en fait, il faut d'abord comprendre les étoiles à neutrons et les pulsars, et ensuite, il sera temps de conclure. Donc le début de l'histoire, en fait, c'est pas tout à fait le début de l'histoire, c'est la continuation de l'histoire. En tout cas, la découverte a relancé en fait l'intérêt pour les étoiles à neutrons. Donc la découverte des pulsars, comme Françoise vous l'a déjà rappelé dans un cours précédent, c'était vraiment une révolution en astrophysique. En 1967, en fait, Jocelyn Bell, qui était doctorante à l'université à Cambridge, en Angleterre, en fait, a détecté un signal périodique de 1,37 secondes qui a été reporté sur des kilomètres d'enregistrement ici qu'il fallait analyser. Et en fait, ce qu'elle cherchait avec son directeur de thèse, Anthony Hewish, c'est la scintillation, des phénomènes de scintillation grâce à ce radiotélescope où on voit Jocelyn Bell devant l'instrumentation. Donc c'était un signal très périodique, en fait, tellement périodique qu'on songeait en fait au début à une origine extraterrestre et on avait baptisé ça LGM pour Little Green Man, donc petit homme vert en anglais. Mais évidemment, très vite après, les gens ont réfléchi sur les origines possibles et on a conclu par interpréter en fait ce signal comme provenant d'une étoile en rotation sur elle-même. Alors on ne savait pas quel type d'étoile à neutrons, quel type d'étoile pouvait produire ce rayonnement. Et donc, il fallait revenir en fait sur l'historique de la genèse de l'idée d'une étoile à neutrons qui vient du fait que, comme vous le savez, pour une masse au-delà de 1,44 masse solaire, en fait, une naine blanche ne peut plus exister. Donc, c'est la fameuse masse de Chandrasekhar. Eh bien, la question qui se pose, qu'y a-t-il comme étoile compacte avec une masse supérieure à 1,4 masse solaire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme étoile? Donc, tout juste après, en 1932, en fait, il y avait la découverte du neutron par Chadwick. Et là, les gens ont commencé à foisonner sur l'idée d'étoiles très denses, très compactes, plus compactes qu'une naine blanche. Et Landau avait émis l'idée d'une étoile, alors il n'avait pas exactement dit une étoile à neutrons, il avait dit, donc j'ai traduit plus ou moins en français, la densité de matière devient si grande que les noyaux atomiques se retrouvent en contact très rapprochés les uns des autres, formant un gigantesque noyau. Donc il avait émis l'idée de quelque chose qui ressemble à une étoile à neutrons, mais il n'avait pas nommé comme ceci, il avait dit un gigantesque noyau atomique. Et en fait, 2 ans plus tard, en 1934, Bada et Zwicky ont effectivement proposé l'idée de la naissance des étoiles à neutrons dans l'explosion d'une supernova. Donc il s'est passé à peu près 3 décennies avec pas grand-chose entre l'idée de ces étoiles à neutrons et vraiment le début de l'astronomie avec les étoiles à neutrons parce qu'on a eu du mal à les détecter. Personne ne pensait qu'on pourrait les détecter parce qu'elles sont tellement petites que les gens ont très vite oublié cette idée d'étoile à neutrons. Mais en fait, en 1967, les choses bougent de nouveau, parce que Pacini, lui, en fait, postula l'existence d'étoiles à neutrons en rotation sur elles-mêmes,
qui permettent d'émettre des ondes électromagnétiques de basse fréquence, une fréquence égale à la fréquence de rotation de l'étoile, et qui pourraient être la source principale pour, par exemple, expliquer la fameuse nébuleuse du crabe. Et en fait, sa prédiction se révéla être correcte. Donc, dans les années 60, en fait, avant même Pacini, on avait commencé à découvrir des sources de rayonnement X, comme SCO X1, c'était la première par Giacconi et al. Et ce fut très vite interprété déjà par Shklovsky comme étant une étoile à neutrons qui accrète de la matière de son compagnon. Et donc, ce serait de l'émission thermique à la surface de cette étoile qui est chauffée à des températures équivalentes aux rayons X. Pareil, dans la même année, enfin par là, en 1965, Kardashev, lui, évoqua l'idée d'un collapsar, c'est-à-dire d'un objet compact très magnétisé, en rotation sur lui-même, et qui pourrait être responsable de la formation d'une nébuleuse comme le crabe. Et finalement, quelques années en fait avant la découverte officielle de la première étoile à neutrons, Hewish et collègues, dans des observations, avaient déjà détecté un signal radio en provenance de la direction du crabe, mais en fait, ils ne l'avaient pas encore interprété correctement quelques années auparavant. Et donc, ce n'est qu'en 1967 et avec une publication en 1968 qu'on a une confirmation éclatante de l'existence des étoiles à neutrons, bien qu'elles aient déjà été détectées en fait un petit peu auparavant, mais sans vraiment les reconnaître comme telles. Et donc, on a eu un prix Nobel de physique pour cette découverte en 1974. Alors, les étoiles à neutrons, en fait, sont des sortes de phares dans le ciel. On les appela en fait des pulsars, qui est une contraction de l'anglais Pulsating Source of Radio, ou simplement Pulsating Star. Et malheureusement, comme fréquemment en astronomie, on a des noms, on baptise nos étoiles avec des noms qui ne reflètent pas exactement la physique sous-jacente derrière, parce que ici, ça vous fait penser à une étoile pulsante, donc qui oscille, et en fait, c'est assez trompeur parce que les pulsars sont des étoiles qui tournent sur elles-mêmes. D'accord ? Donc là, vous avez l'image où vous avez votre étoile à neutrons, vous avez deux faisceaux radio en fait qui sont émis pour un pôle nord, un pour le pôle sud, et quand l'étoile à neutrons tourne, l'axe magnétique vertical ici, quand le faisceau pointe vers vous, vous voyez un pulse. D'accord ? Donc la période de la pulsation est représentative de la vitesse de rotation de l'étoile. Donc les étoiles à neutrons, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de travaux théoriques et de recherches observationnelles pour en trouver plus. Et ensuite, quelques années plus tard, il y avait les premiers indices de l'existence des magnétars, d'une part en tant que sursaut gamma. Donc en 1973, on a eu une découverte de sursauts gamma d'origine extraterrestre qui provenaient en fait de toutes les directions du ciel. Et donc on ne pouvait pas les associer à des explosions thermonucléaires atmosphériques parce qu'à cette époque, c'était encore l'époque de la guerre froide. Et du coup, on s'observait les uns les autres pour voir si l'ennemi, en quelque sorte, faisait des expériences nucléaires atmosphériques. Donc ce n'était pas le cas. Quelques années plus tard, le 7 janvier 1979, on a découvert le premier sursaut gamma qui se répétait, d'où le nom de SGR pour Soft Gamma Repeater, comme vous l'avez déjà vu, dans la constellation du Sagittaire. Et 2 mois plus tard, il y a eu une nouvelle source transitoire qui a émis une bouffée géante de rayonnement gamma, encore plus que ce premier sursaut gamma ici, dont les chiffres sont indiqués ici, de l'ordre de 5, 10 puissance 37 joules qui ont été libérés avec une puissance de 10 puissance 37 watts, donc qui est vraiment gigantesque. Et là, vous avez la détection de ce premier signal avec un pic très intense qui est même hors échelle ici. Et ensuite, on voit que le signal se relaxe vers quelque chose de moins intense et qui montre une certaine périodicité, en fait. Et donc, cette périodicité, elle est reliée à la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Depuis cette date de mars 1979, en fait, on a trouvé encore d'autres sursauts gamma répétitifs. Ensuite, dans les années 80, donc on a commencé à comprendre que ces sursauts gamma ne sont pas des sursauts gamma classiques comme les gamma ray bursts dont on vous parlera la semaine prochaine et les semaines suivantes. En fait, ce ne sont pas des sursauts classiques parce qu'ils se répètent. Donc c'est ça la grande différence. Si ces sursauts se répètent, ça ne peut pas être dû à une explosion violente d'une étoile puisque ça vous donne uniquement
un événement unique. Or ici, il faut que ça se répète. Donc il y a encore deux de ces sursauts gamma répétiteurs qui ont eu lieu quelques années après, un en 1998 et un en 2004 qui était vraiment le plus puissant, avec une énergie de 10 puissance 39 joules et une puissance de 10 puissance 40 watts. Donc ces éruptions géantes se déroulent toujours plus ou moins de la même manière. En fait, vous avez un premier pic très intense de rayonnement gamma ici, et ensuite ce rayonnement gamma diminue pour laisser place à un signal périodique en fait, qu'on associe toujours à la rotation de l'étoile à neutrons. Et donc clairement, c'est un signal différent des sursauts gamma qu'on connaissait à l'époque, mais la nature de ces objets n'était pas encore entièrement claire. Alors pour brouiller encore un peu plus les pistes, on a aussi découvert dans les années 80 ce qu'on appelle les pulsars X anormaux, parce qu'ils avaient un comportement étrange par rapport aux pulsars X dits normaux, c'est-à-dire des pulsars qui sont dans des binaires, qui accrètent de la matière d'un compagnon, et donc la source d'énergie proviendrait de l'accrétion. Ici, ce n'est pas le cas. Le premier découvert, c'était un E 2259 plus 586, donc maintenant il a été rebaptisé comme un pulsar, et il émettait un rayonnement X différent des pulsars X normaux que l'on connaissait à l'époque. C'était d'autant plus étrange que ce pulsar ne fait pas partie d'une binaire, donc il n'a pas un comportement classique de binaire X avec étoile à neutrons, et la source d'énergie ne peut pas être l'accrétion. Donc là, il y avait vraiment une énigme, quelle est la source d'énergie pour ces pulsars X anormaux. Donc là, vous avez un exemple de courbe de lumière, pareil, en fonction du temps. On voit une périodicité. Alors attention, on représente généralement d'un point de vue observationnel le signal sur 2 périodes. Donc dans chacune de ces fenêtres, vous voyez apparaître 2 fois le signal périodique. Donc il faudrait couper à la moitié. Ici, on voit à chaque fois 2 pulses. Alors, en regardant un peu plus en détail le spectre de ces pulsars X anormaux, en fait, maintenant, on les reconnaît comme étant des magnétars. Donc, c'est la courbe bleue ici. Vous avez en X, dans les abscisses, l'énergie en kiloélectronvolts, et en ordonnée, vous avez le flux en échelle logarithmique aussi. Donc, on voit effectivement que les spectres de ces magnétars sont très différents des spectres des pulsars qui accrètent en rouge, et aussi très différents des pulsars isolés, qu'on appelle des pulsars mus par la rotation. Donc maintenant, on voit clairement que sur ces différents spectres, on a affaire à des objets qui ont des comportements ou des sources d'énergie différentes. Donc les étoiles à neutrons, elles ont été étudiées de plus en plus en détail. Depuis leur découverte, il y a plus de 50 ans, les étoiles à neutrons ont permis de faire beaucoup de progrès en physique et en astrophysique. Donc, d'une part, il y avait déjà la confirmation de l'existence de ces étoiles à neutrons. Ça, c'est intéressant pour ceux qui font de la physique nucléaire parce que c'est comme un gigantesque noyau, et donc vous pouvez étudier la matière à très haute densité nucléaire pour en déduire les équations d'état. Donc ça intéresse aussi les physiciens des particules parce que la structure interne de ces étoiles à neutrons n'est pas encore clairement identifiée. On connaît relativement bien ce qui se passe vers la surface, mais quand on plonge vers le cœur de ces étoiles à neutrons, eh bien, il y a une soupe de particules élémentaires, de hadrons et de mésons. Donc la composition exacte, précise, dépend de l'équation d'état de la matière qui reste pour l'instant inconnue. Donc les étoiles à neutrons ont aussi déjà permis de détecter les ondes gravitationnelles indirectement dans les années 70, parce que lorsque vous avez une binaire d'étoiles à neutrons qui gravitent l'une autour de l'autre, eh bien vous émettez des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire que vous perdez de l'énergie cinétique de rotation et du moment orbital, et donc l'orbite de votre binaire va se rapprocher. Et ce rapprochement, on peut le mesurer grâce au pulsar. Donc ça a été fait. Ça a permis de confirmer, au moins déjà indirectement, dans les années 70-80, l'existence des ondes gravitationnelles. Et comme Françoise l'avait déjà mentionné juste précédemment, les premiers systèmes planétaires extrasolaires ont été découverts autour de pulsars. Ce qui nous intéresse plus ici,
Maintenant, c'est l'étude des processus à fort champ gravitationnel et à fort champ électromagnétique autour des étoiles à neutrons. Donc ici, je vous montrerai qu'on est en présence de processus quantiques dans un champ magnétique fort. Et ça intéresse aussi ceux qui font la théorie quantique des champs, théorie de l'électromagnétisme en fort champ. On peut aussi étudier les problèmes de relativité générale, faire des tests de la relativité générale en champ fort. Ça. Et enfin, d'un point de vue moins fondamental, pour la Voie lactée, quand vous observez les étoiles à neutrons, les pulsars proches, grâce à la mesure de la dispersion, vous avez une information sur la densité électronique dans la Voie lactée et vous avez aussi une idée du champ magnétique. Vous pouvez sonder l'intensité du champ magnétique en regardant la polarisation de cette émission radio, parce que lorsque une émission polarisée linéairement se propage dans ce milieu galactique, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de rotation Faraday qui va tourner l'angle de polarisation de votre émission. Et grâce à cette modification, cette rotation de l'angle de polarisation, on peut en déduire en moyenne la structure du champ magnétique galactique. Donc les propriétés d'une étoile à neutrons sont extrêmes. Ici, on a schématiquement montrer l'intérieur de cette étoile à neutrons. Donc, vous avez une croûte externe qui est solide, qui contient des ions, des électrons, voilà, un champ magnétique aussi. Et quand on plonge plus profondément à l'intérieur de l'étoile à neutrons, on a une croûte interne où les neutrons commencent à se libérer des ions. Et très au centre, on a donc un mélange de fluides superconducteurs et un fluide superfluide, en fait, avec une résistivité, une viscosité nulle. Et tout à l'intérieur, ce n'est pas entièrement clair. Est-ce que c'est un plasma de quark-gluon? Tout ça reste assez hypothétique. Donc la masse moyenne, généralement, on prend comme masse typique d'une étoile à neutrons 1,4 fois la masse solaire, donc très proche, en fait, de la masse de Chandrasekhar, c'est-à-dire qu'on dit que c'est une bonne valeur moyenne pour ces étoiles à neutrons. Elles ont un rayon de l'ordre de 12 km. Donc ici, je vous mets par comparaison le Grand Canyon pour vous faire une impression sur la taille. Et donc, dans cette dimension, vous devez caser une masse équivalente à la masse du Soleil, même un peu plus. Donc, si vous calculez la densité à l'intérieur de cette étoile, vous trouvez des densités colossales, même au-delà de la densité nucléaire des noyaux atomiques sur Terre. Donc, une étoile à neutrons dans son centre est même plus dense qu'un noyau atomique. Alors, si c'est tellement dense, tellement compact plutôt, eh bien, la force de gravité ici, elle est contrôlée par la compacité et elle est tellement compacte, cette étoile, qu'il y aura des phénomènes de relativité générale à prendre en compte si on veut modéliser correctement l'intérieur, mais aussi ce qui se passe autour. Et ça, on le mesure avec ce qu'on appelle la compacité, c'est-à-dire le rapport masse sur rayon de l'étoile, à ne pas confondre avec la densité qui est en m sur r cube. Et donc, une étoile à neutrons, en fait, c'est une étoile qui est quasiment un trou noir d'un point de vue gravitationnel, c'est-à-dire que son rayon réel comparé au rayon de Schwarzschild, si c'est un trou noir sans rotation, eh bien, c'est un facteur 2, facteur 3 différent. D'accord ? Donc, je rappelle que si vous avez une étoile de masse m fixée, pour que cette étoile devienne un trou noir, il faut que son rayon soit inférieur ou égal au rayon de Schwarzschild. Donc ici, on n'a pas à faire un trou noir, c'est-à-dire que le rayon réel de l'étoile est plus grand que le rayon de Schwarzschild. Donc ce facteur, il est en fait toujours plus petit que 1. Et pour un trou noir, il serait exactement égal à 1. Voilà pour les présentations générales. Alors maintenant, ces étoiles à neutrons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Qu'est-ce qu'en fait un pulsar ou un magnétar ici ? Eh bien, c'est déjà une étoile à neutrons, c'est-à-dire un objet compact. Donc, je donne la compacité approximative de 0,4, donc tout juste avant le stade trou noir. Et vous avez des effets de champ gravitationnel importants au voisinage et à l'intérieur de cette étoile à neutrons. Deuxième chose extrêmement importante ici, c'est que c'est une étoile fortement magnétisée. Donc, je vais vous montrer pourquoi. On peut trouver les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'autour, dans le voisinage de cette étoile à neutrons, dans son champ magnétique, on a du plasma
des paires électrons-positrons qui se propagent et aussi des effets d'électrodynamique en champ fort qui apparaissent. Donc je vais vous montrer qu'on peut créer des paires électrons-positrons, qu'il y a des problèmes de raies cyclotrons qui permettent d'estimer observationnellement l'intensité de ce champ magnétique. Donc on a un objet compact, très magnétisé, et en fait qui tourne très rapidement sur lui-même. Donc quand vous avez un champ magnétique très intense qui tourne sur lui-même, vous allez aussi produire un champ électrique induit qui est lui aussi tout aussi intense. Et quand vous déposez des particules chargées dans ce champ électromagnétique, eh bien vous allez accélérer violemment vos particules qui vont ensuite émettre de l'émission radio jusqu'aux rayons X et aux rayons gamma. Donc le schéma classique que vous avez déjà vu, c'est le suivant. L'axe de rotation verticale, l'étoile à neutrons ici au centre, avec un champ magnétique que l'on suppose dipolaire, mais il n'a pas nécessairement besoin d'être dipolaire, qui est incliné par rapport à cet axe de rotation. Donc le tout tourne. Généralement, on appelle obliquité l'angle entre l'axe de rotation et l'axe magnétique de l'étoile à neutrons. Et une notion importante ici, c'est celle de rayon du cylindre lumière, qui est donnée ici par les pointillés verts, qui fait une transition entre une zone qu'on appelle quasi-statique, c'est-à-dire dans laquelle le champ magnétique garde sa structure dipolaire ici, un peu comme la magnétosphère terrestre qui est entraînée par la rotation de la Terre. On observe un champ qui est constant. Si on est un observateur à la surface de l'étoile, on observe un champ constant. Et à l'extérieur, en fait, on ne peut plus assurer ce régime quasi-statique. Du coup, on rentre dans un régime qui est ce qu'on appelle le régime d'onde. On émet une onde électromagnétique. Alors pour les étoiles à neutrons, pareil, là, on vous l'a déjà montré, il y a un diagramme PP point, donc période et dérivée de la période qui est extrêmement utile. C'est un petit peu le diagramme de Hertzsprung-Russell des pulsars. Et donc il y a des observations incontestables dans ce diagramme, à savoir la période de rotation, ça c'est quelque chose que l'on mesure. Donc là, il n'y a pas de doute sur cette mesure-là, qui varie entre 1,5 millisecondes et 10, 15, 20 secondes ici, et la dérivée de cette période donc, qui vous dit à quelle vitesse freine votre étoile à neutrons, qui est donnée par la dérivée de la période par rapport au temps, donc de l'ordre de 10-18, 10-15, 10-10 secondes par seconde. Alors quand vous avez une étoile à neutrons qui tourne et qui ralentit, son énergie cinétique de rotation diminue. Et la diminution, le taux de diminution de cette énergie cinétique de rotation vous donne ce qu'on appelle la luminosité rotationnelle qui dépend de ce P et de ce P point, et on trouve à peu près 10, 24, 10, 31 watts. Donc dans ce diagramme PP point, on retrouve la grande majorité des pulsars dans le domaine de la période de la seconde, avec des dérivés de l'ordre de 10-15. Donc ça, ce sont des pulsars relativement jeunes vus en radio. En bas à gauche, on a les pulsars millisecondes, qui sont généralement des pulsars binaires qui ont été réaccélérés par l'accrétion de matière d'un compagnon. Et en haut à droite, vous retrouvez les magnétars point rouge ici et des pulsars à fort champ magnétique. Donc tout ce qui est à fort champ magnétique est en haut à droite. Alors comment déduire le champ magnétique de ces étoiles à neutrons ? Eh bien, il y a une interprétation que je qualifierais de douteuse parce qu'elle n'est pas forcément exactement tout à fait fiable. Vous pouvez estimer le champ magnétique en supposant que votre étoile à neutrons, ici, possède un champ dipolaire et qu'elle rayonne une onde électromagnétique à un taux qui est connu et qui dépend de la période et du champ magnétique. Donc on peut inverser cet argument puisqu'on connaît la luminosité rotationnelle, c'est-à-dire l'énergie évacuée par unité de temps en fonction du champ magnétique. Eh bien, on inverse pour trouver le champ magnétique et on trouve que le champ magnétique dépend simplement de la période et de la dérivée de la période par cette formule-là, racine de pp point. Si vous l'appliquez pour les pulsars, pour ce nuage de points, vous trouvez 10 puissance 5, 10 puissance 8 Tesla, c'est-à-dire 10 puissance 9, 10 puissance 12 Gauss, si vous voulez en Gauss. Et pour les magnétars, c'est encore plus élevé, c'est 10 puissance 10, 10 puissance 11 Tesla. Donc effectivement, les magnétars semblent avoir les champs magnétiques les plus intenses parmi la faune des pulsars. Le problème ici, c'est qu'on utilise généralement la formule dans le vide, et la formule dans le vide ne vous contraint pas tout le champ magnétique, elle ne vous contraint
que le champ magnétique perpendiculaire à l'axe de rotation. Pourquoi? Parce que si vous avez une étoile à neutrons dont l'axe magnétique est aligné avec l'axe de rotation, eh bien cette étoile à neutrons ne produit pas de rayonnement. Et donc, vous ne pouvez pas en déduire le champ B parallèle. Donc, dans le vide, cette formule n'est pas très fiable. En revanche, si vous supposez que votre étoile à neutrons est remplie de plasma, eh bien là, ça marche, vous pouvez contraindre le champ magnétique total parce que même une étoile à neutrons dont l'axe magnétique est aligné avec l'axe de rotation, eh bien, émet du rayonnement lorsqu'elle est alignée. Voilà. Alors, les ordres de grandeur, on a un champ magnétique très intense. Maintenant, si je fais tourner mon champ magnétique à la vitesse de rotation d'une étoile à neutrons, vous trouvez un champ électrique de l'ordre de 10 puissance 13 volts par mètre. Et là, comme ça a déjà été évoqué, vous avez une accélération extrêmement rapide à des vitesses ultra-relativistes avec des facteurs de Lorentz très élevés. Alors bizarrement, ou peut-être paradoxalement, si vous calculez le champ gravitationnel, je vous ai dit qu'il était important, mais en fait, comparé à la force électromagnétique, en fait, la force gravitationnelle reste négligeable en première approximation. Si on fait le rapport entre la force gravitationnelle et la force électromagnétique, on trouve 10 moins 12 pour les protons et encore un facteur 2000 fois plus petit pour les électrons. Donc la grande conclusion ici, c'est que quand vous étudiez les étoiles à neutrons en première approximation, vous pouvez négliger le champ gravitationnel puisque la magnétosphère sera entièrement dominée par le champ électromagnétique. Alors pour ces idées de champ magnétique, quelques ordres de grandeur que je vous rappelle ici. Dans la Voie lactée, le champ magnétique il est de l'ordre de 10 puissance moins 2 Tesla. Pour les planètes, 10 moins 4, 10 moins 1. Le Soleil, au maximum, c'est de l'ordre d'une fraction de Tesla dans les taches solaires. Et pour un pulsar, on a vu que c'est 10 puissance 5, 10 puissance 8, et pour les magnétars, on peut monter à 10 puissance 10, 10 puissance 11. Alors du coup, on se demande, est-ce qu'on trouvera encore plus tard des étoiles avec un champ magnétique beaucoup plus intense? En fait, non, il y a quand même une limite au champ B maximum que peut contenir une étoile, parce que cette étoile doit évidemment rester stable. Or, elle est stable à cause de l'équilibre entre la pression gazeuse ou ici pression magnétique, et la gravitation qui essaye de maintenir la cohésion des particules. Donc si on égale la pression magnétique, si on suppose que l'étoile est entièrement à l'équilibre grâce à la pression magnétique qui compense la gravitation, on peut trouver la valeur maximum de ce champ magnétique qui est de l'ordre de 10 puissance 14 Tesla. Donc si vous essayez de fournir à une étoile à neutrons un champ magnétique au-delà de 10 puissance 14 Tesla, eh bien elle va exploser parce que la pression est trop forte. Donc on a quand même une limite maximum, on ne peut pas imposer n'importe quelle intensité du champ magnétique. Alors, quand on parle de champ magnétique intense et ultra-intense, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un champ ultra-intense signifie qu'on a des phénomènes quantiques qui se manifestent même dans le vide. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. On prend généralement comme ordre de grandeur ici l'énergie cyclotron des électrons qui devient égale à leur énergie de masse au repos. Donc, H bar oméga est égal à mc2. Oméga, c'est la fréquence de l'Armor, et on trouve un champ de 10 puissance 9 Tesla. Donc à partir de ce champ-là, on aura une pléthore de phénomènes quantiques, d'électrodynamique quantique qui vont se produire au sein de la magnétosphère de l'étoile à neutrons. Alors il y a des phénomènes intéressants qui apparaissent déjà avant. On parle plutôt de champ B intense lorsque la matière ordinaire ne se comporte plus justement de manière ordinaire. Par exemple, quand vous avez un atome que vous soumettez à un champ très intense, vous allez modifier la structure des orbitales électroniques et donc significativement déformer la structure atomique de vos atomes et de vos molécules. Et ça apparaît déjà avec un champ de l'ordre de 10 puissance 5 Tesla. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui étudient aussi la croûte à la surface d'une étoile à neutrons, parce que la croûte va former des réseaux cristallins qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce qu'on observe sur Terre. Alors la conséquence d'un champ magnétique ultra intense qui nous intéresse ici, c'est la suivante aussi. Quand vous soumettez des particules à un champ magnétique intense, les particules vont montrer des niveaux d'énergie quantique discrétisés qu'on appelle les niveaux de Landau, un petit peu comme les orbitales atomiques, sauf qu'ici le rôle de noyau est joué par le champ magnétique, et donc vos particules ne peuvent que
avoir ce spectre d'énergie discret ici, où n est un entier. Donc ça revient en fait à avoir une sorte d'oscillateur harmonique non relativiste où les électrons ou les protons vont se déplacer sur des niveaux discrets. Une chose extrêmement importante, c'est la création de paires de désintégration d'un photon dans un champ magnétique. Donc quand vous avez un champ magnétique de l'ordre du champ critique ici, que vous faites propager un photon là-dedans avec une énergie suffisante égale à 2 fois l'énergie de masse au repos des électrons, vous pouvez créer des paires électrons-positrons. Et ça, c'est la source de l'activité de toutes les étoiles à neutrons, en tout cas de tous les pulsars et de tous les magnétars. Donc quand vous créez des paires électrons-positrons comme ceci, ces paires vont être accélérées dans le champ électromagnétique de l'étoile à neutrons. Ils vont rayonner par courbure synchrotron et inverse Compton, produire d'autres photons, et ces photons eux-mêmes vont à nouveau se désintégrer en paires électrons-positrons, et vous allez créer une avalanche de paires électrons-positrons qui va fournir en particules, en plasma, votre magnétosphère de l'étoile à neutrons. Un autre phénomène qu'on pensait important est le phénomène de dédoublement des photons, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un champ au-delà du champ critique, en fait, le photon, alors il pourrait se désintégrer en paires électrons-positrons, mais après, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il se dédouble en 2 photons de plus basse énergie, et donc peut-être, par ce biais-là, vous allez supprimer la cascade de paires électrons-positrons et donc stopper l'activité de la magnétosphère de votre étoile à neutrons. Alors, au début, on pensait que ça a expliqué pourquoi les magnétars ne sont pas vus en radio, c'est parce qu'ils ne produisent pas la paire d'électrons-positrons typiques pour les pulsars, mais en fait, ça, maintenant, ce n'est plus correct puisque les magnétars sont aussi vus en radio. Alors, deuxième chose sur les conséquences d'un champ magnétique ultra intense, c'est la polarisation du vide. Et là, je vous montrerai en fait qu'on a une modification des équations de Maxwell parce que le vide devient aussi un milieu diélectrique et magnétique. Et donc, quand vous posez une étoile à neutrons dans ce vide quantique, vous allez modifier un petit peu aussi la vision des choses par rapport aux équations de Maxwell classiques. Vous allez aussi avoir le problème de la biréfringence du vide, c'est-à-dire qu'une onde électromagnétique qui se déplace dans le vide verra sa vitesse de propagation changer en fonction de sa polarisation. Ce qui a pour effet aussi de supprimer la diffusion de ce rayonnement par les électrons, parce que les électrons ne pourront se propager que le long des lignes de champ. Donc si vous avez une onde qui essaye de déplacer les électrons perpendiculairement à la ligne de champ, eh bien ils ne bougeront pas parce qu'ils sont attachés à une ligne de champ dans leur niveau fondamental, et du coup ce rayonnement il peut traverser simplement le milieu sans être perturbé. Donc le milieu devient transparent pour des ondes polarisées perpendiculairement au champ B, et vous allez augmenter le degré de polarisation de l'émission provenant de l'étoile à neutrons. Donc ça, c'est un effet typique de la polarisation du vide dû au champ ultra intense. Et il semblerait qu'il y ait des indices probants là-dessus, vu déjà en polarisation optique d'une étoile à neutrons isolée, qui a ce doux nom de RX J1856. Donc peut-être qu'effectivement, on a déjà observé cette polarisation du vide dans cet objet-là, donc qui serait un indice supplémentaire pour les champs ultra intenses. Alors la zoologie des étoiles à neutrons, je la rappelle un peu ici, parce que ça peut devenir assez compliqué très rapidement. Donc on a des pulsars radio qui émettent en radio, on a des pulsars de période seconde, période milliseconde, mais on a aussi des pulsars radio qui émettent de manière transitoire, c'est-à-dire parfois on les voit comme des pulsars radio, parfois ils sont éteints et on ne les voit plus. Et là on a une intermittence dans le rayonnement radio, soit on les appelle des pulsars intermittents, soit des rotating radio transient, donc c'est des transitoires radio qui tournent. On a des pulsars X et des pulsars gamma. On peut avoir des étoiles à neutrons isolées, donc INS pour Isolated Neutron Star, qui émettent en rayon X, et aussi des objets compacts centraux qui sont à l'intérieur de nébuleuses. Et enfin, les magnétars qu'on pensait sous forme de 2 catégories, de 2 classes, les pulsars X anormaux ou les soft gamma repeaters ici, mais en fait maintenant on parle plus de magnétars que de AXP ou de SGR. Alors pour finir sur cette généralité, ici la face cachée d'une étoile à neutrons, en fait maintenant on a mieux compris
Comment on devrait les classer? En fait, on devrait les classer en fonction de la source d'énergie. Si vous avez la rotation qui est le moteur principal, on va appeler ça un pulsar radio, pulsar jeune. Donc un champ magnétique plus de la rotation, vous créez un champ électrique qui va accélérer les électrons et les positrons et vous allez avoir une source de rayonnement non thermique. Si la source principale d'énergie, c'est l'accrétion, il faut être dans une binaire. Donc vous avez de la matière qui est chauffée par accrétion sur la surface de l'étoile à neutrons et vous verrez essentiellement des rayons X thermiques type corps noir dans les binaires X. Si c'est le champ magnétique qui domine la source, eh bien, on va appeler cela des magnétars. Donc il faut dissiper d'une manière ou d'une autre le champ magnétique par reconnexion magnétique, par exemple. Et là, maintenant, on sait aussi qu'on voit les magnétars non seulement en rayons X et gamma, mais aussi en optique, en infrarouge et en radio. Enfin, on a des étoiles à neutrons isolées pour lesquelles aucune des sources d'énergie précédentes n'est la source principale. C'est simplement une étoile qui se refroidit. L'intérieur se refroidit, il est de l'ordre du million de Kelvin. Donc là aussi, on va voir du rayonnement X thermique. Et enfin, une dernière source, plutôt pour les binaires X, on peut provoquer des réactions thermonucléaires à la surface d'une étoile à neutrons quand elle accrète suffisamment de matière. Parfois, il y a une réaction en chaîne qui se produit et il y a une explosion thermonucléaire qui produit aussi du rayonnement thermique X. Voilà. Alors maintenant, les pulsars. Donc, c'est la catégorie de ceux qui ont une rotation comme source principale d'énergie. Eh bien, les pulsars, quand on les regarde, si on fait le bilan énergétique, parce que c'est ça qui a posé problème pour les magnétars au début, on a un réservoir d'énergie qui est dû à la rotation ici. Donc, on a la vitesse de rotation qui décroît en fonction du temps, donnée par exemple par cette formule-là. Et en fait, si c'est un rayonnement dû à un champ dipolaire magnétique, l'exposant est égal à 3. Si on a par exemple une émission d'ondes gravitationnelles au début de la vie d'une étoile à neutrons, ce serait plutôt n égale 5. Bon, ici on garde n égale 3. Et quand on regarde la luminosité radio, en fait, on s'aperçoit que son flux, qui est pris par défaut à 400 MHz, ne représente qu'une infime partie de l'énergie disponible. Donc la luminosité radio ne vaut que 10 puissance moins 3 fois la luminosité rotationnelle. Donc la question qu'on se pose, où est injectée toute cette énergie cinétique de rotation? Eh bien, elle est injectée soit en rayonnement X, soit en rayonnement gamma, soit en création de paires électrons-positrons qui vont créer un vent et alimenter la nébuleuse en particules relativistes. Alors, ce qui est aussi intéressant pour certaines catégories de pulsars, notamment les pulsars gamma, c'est qu'en fait, on peut convertir quasiment 100% de l'énergie rotationnelle en luminosité gamma. Donc, c'est ce qui a été observé pour certains pulsars grâce à Fermi-LAT, on a une conversion extrêmement efficace de l'énergie rotationnelle en rayonnement gamma. Donc l'âge caractéristique, ça aussi c'est une contrainte importante, c'est que quand vous avez une étoile qui tourne et qui ralentit, eh bien on peut estimer l'évolution de sa vitesse de rotation ici, et donc connaissant la vitesse de rotation ou la période initiale, avoir une estimation de son âge en fonction de sa période et de la dérivée de sa période actuelle ici. Si je prends un champ dipolaire pour lequel n est égal à 3, on obtient un âge caractéristique qui est donné généralement par P sur 2P points. Donc ça, c'est un âge, ce n'est pas l'âge réel de l'étoile à neutrons, mais ça vous donne quand même une idée de l'âge effectif réel de l'étoile. Donc ça marche pour les pulsars secondes, ça ne marche pas pour les pulsars accrétants, c'est-à-dire ceux-là ici, parce qu'eux ont eu une phase de réaccélération et donc ils ne suivent pas la même formule que celle-ci concernant la décélération de la rotation. Alors l'émission multilongueur d'onde, bon, là aussi il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je vais simplement résumer très rapidement ici. On observe pour certains pulsars des pulses individuels, donc pour chaque période, et quand on fait la moyenne, on obtient ce qu'on appelle un profil moyen par intégration de tous ces pulses individuels. Et ce qui est intéressant, c'est que ce profil moyen, en fait, c'est une signature propre à chaque pulsar, c'est comme son empreinte digitale. Donc on peut reconnaître un pulsar en regardant son profil moyen quand on a l'habitude. Donc cette émission radio
Là aussi, on vous l'a déjà dit, elle a une température de brillance pour les pulsars qui est extrêmement élevée, donc ça, on n'arrive pas à l'expliquer. Il n'y a pas de mécanisme entièrement certifié pour expliquer ce phénomène radio. Il y a des tentatives, mais en tout cas, il faut que ce soit un mécanisme cohérent. Et quand on observe la polarisation, eh bien, c'est aussi un bon indicateur de la géométrie de la magnétosphère des étoiles à neutrons. Et ce qu'on dit parfois pour cette pulsation radio, de manière imagée, c'est que le profil moyen, c'est le climat global du pulsar, et qu'un pulse individuel, c'est la météo du jour. Donc la météo du jour, on ne peut pas la prédire avec certitude, mais le profil moyen, le climat, celui-là, on le connaît. Alors en gamma, les pulsars, ils émettent un double pulse. Donc là, faites attention, c'est aussi représenté sur 2 périodes. D'accord ? Donc généralement, on observe 2 pics. Et on connaît à peu près 300 pulsars en ce moment. Donc il y a des pulsars jeunes et énergétiques comme le crabe, des pulsars jeunes mais qui ne sont pas vus en radio, comme Geminga, et des pulsars millisecondes qui émettent aussi en radio. Donc on a obtenu des spectres avec l'instrument Fermi-LAT. Généralement, il y a 2 pics qui sont séparés par 30% de la période, avec des spectres qui ont certaines coupures exponentielles ou sous-exponentielles ici. Et donc, en regardant ces observations, on en déduit en fait que l'émission gamma ne peut pas provenir proche de la surface de l'étoile, mais qu'elle provient plutôt des régions lointaines du cylindre lumière, voire au-delà. Et donc, effectivement, si on trace la luminosité gamma en fonction de l'énergie rotationnelle qui est appelée E dot ici, on voit que ici, on a égalité entre la luminosité gamma et l'énergie rayonnée rotationnelle, l'énergie cinétique rotationnelle. Donc, il y a une bonne fraction ici des pulsars qui émettent quasiment tout en gamma. Donc, c'est assez remarquable que certains permettent une conversion extrêmement efficace de la rotation en énergie en photons gamma. Donc, l'exemple typique, là aussi, c'est le pulsar du crabe qui est vu en fait, dans toute la gamme des longueurs d'onde. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est que tout est en phase de la radio ici, en passant par l'infrarouge, l'optique, les rayons X et même les rayons gamma. Donc ça reste assez énigmatique. Pourquoi tout ça est en phase? Est-ce que ça provient d'un même site d'émission? Mais ça voudrait dire que l'émission radio qui est cohérente est produite au même endroit que l'émission incohérente à haute énergie. Donc c'est pas clair. Alors j'en viens maintenant à la dynamique, la physique, un peu plus de la magnétosphère de ces étoiles à neutrons. Donc il y a 4 sites d'émission qui sont possibles. Vous avez le premier qui sont les calottes polaires, où on est juste à la surface de l'étoile. Vous avez des cavités externes en bleu, ici, donc ce sont des régions plus étendues qui permettent de produire des photons. On peut avoir des cavités allongées qui partent de la surface de l'étoile et qui font tout le tour ici pour revenir. Et enfin, un dernier modèle qui devient de plus en plus en vogue, c'est le vent strié, où en fait on est à l'extérieur, un petit peu comme le vent solaire. C'est une jupe de ballerine qui aussi, comme ça, en haut à gauche, vous voyez une coupe en section. Donc on a une couche de courant ici, très dense, qui émet des photons à toutes les fréquences. Et le tout tourne et se répand à une vitesse relativiste, engendrant une émission pulsée. Alors on étudie très en détail ce genre d'émission parce que la localisation de ces cavités va nous renseigner sur l'origine de l'émission. Et donc il faut bien connaître ou bien se représenter l'électrodynamique de cette magnétosphère. Alors nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on commence par un modèle simple, qu'on appelle un modèle force-free, c'est-à-dire libre de force, où on suppose que l'étoile est remplie par du plasma, et ce plasma subit en fait une densité de force de Lorentz nulle, c'est-à-dire que le champ électrique plus la force de Laplace, J vectoriel B, est zéro. Donc vous avez une sorte de mouvement balistique du système où il n'y a aucune force qui s'applique. Ça, c'est une approximation relativement bonne quand vous avez des densités d'énergie magnétique qui sont beaucoup plus grandes que toute autre densité d'énergie, notamment la densité d'énergie des particules. On suppose une masse nulle, on suppose que le plasma est froid, température nulle, et on suppose qu'il n'y a pas de dissipation, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle de MHD idéal, c'est-à-dire que tout se propage sans perte. Alors il y a 2 interprétations dans ce type de magnétosphère. La première, c'est on a un plasma séparé de charge. Quand vous créez vos paires électrons-positrons là-dedans, vous pouvez séparer les positrons des électrons. Donc vous aurez un endroit avec que des positrons et l'autre que avec
des électrons. On appelle ça une magnétosphère séparée de charge, mais ça, ce n'est possible que lorsque vous avez une faible densité dans la magnétosphère. L'autre extrême, c'est de considérer un modèle fluide, un modèle MHD, où le plasma est quasiment neutre, c'est-à-dire que vous avez dans la magnétosphère quasiment autant d'électrons que de positrons. La seule différence, c'est qu'en certains endroits, vous saupoudrez un peu plus de protons que d'électrons ou inversement. Et donc, vous avez un plasma qui est quasiment neutre, c'est-à-dire qui doit correspondre à des fortes densités de particules. Et en fait, le type de magnétosphère que l'on va obtenir, en faible densité ou à forte densité, séparé de charge ou non, va dépendre crucialement du taux d'injection de particules dans votre magnétosphère, c'est-à-dire du taux avec lequel vous pouvez produire des paires électrons-positrons. Si vous produisez un faible taux de paires électrons-positrons, vous allez plutôt tendre vers un plasma de faible densité séparé de charge. Si vous arrivez à produire beaucoup de charges électrons-positrons, eh bien, vous pouvez tendre vers l'autre limite. Donc, pour résoudre ce type de problème, en fait, si vous voulez faire une analyse quantitative précise, il faut tenir compte de pas mal de choses, notamment, donc, d'une part, déjà la courbure de l'espace-temps qui va vous modifier un petit peu la structure du champ magnétique dipolaire. Si vous considérez un magnétar ou un pulsar à très fort champ magnétique, eh bien, les équations de Maxwell vont aussi être un peu modifiées, elles vont devenir non linéaires. Il faut aussi tenir ça en compte. Et après aussi, décrire votre plasma relativiste de paire. Est-ce que c'est un plasma classique ou à cause du champ magnétique, est-ce que vous aurez des phénomènes quantiques qui apparaissent pour ce plasma? Par exemple, tenir compte du spin, des électrons, des positrons, etc. Et à la fin, on peut en déduire les mécanismes de rayonnement haute énergie, donc calculer le rayonnement de courbure, le rayonnement synchrotron et le rayonnement inverse Compton. Donc pour faire ça, ça demande pas mal de technicité puisqu'il faut injecter des notions d'électrodynamique quantique, du rayonnement quantique, de la création de paires, et en relativité générale, vous devez inclure tous les phénomènes d'entraînement des référentiels inertiels parce que vous avez une étoile à un neutron qui tourne très rapidement, des problèmes de décalage gravitationnel et la courbure de la trajectoire des photons si vous voulez tracer l'émission de votre objet. Donc ça a été fait. Ce sont des calculs que j'avais entrepris il y a quelques années déjà. Donc par exemple, vous avez une étoile à neutrons, vous supposez que l'axe magnétique est perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc vous voyez ici l'axe magnétique et l'axe de rotation qui est perpendiculaire au plan. Le tout tourne. Vous avez le cercle ici qui est le cercle du cylindre lumière. Donc vous avez une zone quasi statique à l'intérieur, remplie de plasma, de paires électrons-positrons, et à l'extérieur, vous commencez à voir une spirale. C'est la zone du vent strié qui va se répandre à l'infini. En rouge, vous avez la solution newtonienne, et en bleu, vous avez la solution en relativité générale. Donc vous voyez que qualitativement, ça ne change pas. Quantitativement, il y a des petites différences, mais qualitativement, pas beaucoup. Alors, si vous rajoutez les équations de Maxwell non linéaires, en fait, ça ne changera pas grand-chose, vous obtiendrez encore la même structure. Donc la relativité générale, elle est importante si vous voulez faire de la modélisation précise. Les effets quantiques pour les équations de Maxwell sont beaucoup plus négligeables. Donc vous avez un vent ici, des paires électrons-positrons qui sont créées. En fait, elles vont être expulsées en dehors du cylindre lumière et elles vont alimenter le vent qui se répand à des vitesses relativistes vers l'extérieur jusqu'à la nébuleuse. Et donc l'image complète est la suivante. Au centre, vous avez le pulsar et sa magnétosphère qui est une source de paires électrons-positrons. Ensuite, vous allez à l'extérieur du cylindre lumière. Ici, vous avez un vent froid, relativement froid en vert, qui se répand à des vitesses ultra-relativistes. Et ce vent, il est aussi supersonique, ou plus exactement supermagnétosonique, c'est-à-dire qu'il se propage à des vitesses plus grandes que la vitesse d'Alven. Et donc, à un moment, il doit faire la transition vers un écoulement, un milieu qui est subsonique. Et cette transition se fait par l'intermédiaire d'un choc ici. C'est la zone intermédiaire entre le cercle vert et le disque bleu ici. C'est le vent choqué.
lorsque le plasma traverse ce milieu, eh bien, le plasma est chauffé, il est comprimé. Donc vous avez ici du plasma chaud dans un champ magnétique que l'on va voir sous forme de rayonnement synchrotron dans tout le spectre électromagnétique ici. D'accord ? À l'extérieur, vous avez encore le reste de la supernova, le reste de l'explosion de l'étoile progénitrice et enfin le milieu interstellaire. Et si on met une image réaliste derrière, ça vous donne par exemple la nébuleuse du Crabe, qui s'explique très bien par ces différentes couches. Voilà. Alors, contrainte sur la géométrie, ce qui est très important, en fait, c'est de contraindre l'angle d'inclinaison de l'axe magnétique par rapport à l'axe de rotation. Alors ça, on peut le faire, on l'a entrepris il y a quelque temps, de contraindre la géométrie de la magnétosphère d'une étoile à neutrons, c'est-à-dire est-ce qu'on a un champ dipolaire, est-ce qu'on a un champ multipolaire, de déduire l'inclinaison de la ligne de visée par rapport à l'axe de rotation et aussi l'inclinaison de l'axe magnétique qui est noté alpha ici par rapport à l'axe de rotation. Donc ça, on peut le faire de manière relativement fiable si on a de bonnes données simultanément, par exemple en radio et en X, comme c'est le cas à gauche ici. C'est un pulsar qui se nomme J1136, qui a de l'émission thermique en surface et de l'émission radio aussi en surface. Et en fait, ce qui était assez surprenant pour celui-là, l'émission radio elle est en phase nulle et on s'attendrait à avoir l'émission en rayon X aussi à la phase nulle. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a très certainement un champ multipolaire qui existe à la surface qui permet de décaler le pulse radio par rapport au pulse en rayon X. Un deuxième exemple à droite, c'est lorsque vous étudiez simultanément le rayonnement gamma et le rayonnement radio. Donc vous avez la période du pulsar en X, l'intensité en Y. En rouge, vous avez la pulsation radio observée. En orange, vous avez la modélisation de la pulsation radio. Et en bleu, vous avez le rayonnement gamma avec son double pic caractéristique. En noir, vous avez les données du satellite Fermi-LAT. Et en jouant sur les paramètres, sur les angles, on essaye d'ajuster au mieux le pic en radio et les deux pics en gamma. Et lorsque c'est fait, on trouve une configuration intéressante pour l'inclinaison de l'axe magnétique et pour l'inclinaison de la ligne de visée. Donc ça a été fait pour une trentaine de pulsars. Ça permet de contraindre la géométrie parce que la géométrie est essentielle pour comprendre précisément les spectres et les courbes de lumière. Alors je termine maintenant par les magnétars. On a vu que pour les pulsars, on a de l'émission radio, on a de l'émission gamma, on arrive à peu près à contraindre les modèles. Donc je rappelle un petit peu avant ici les magnétars, c'est une sous-classe plus ou moins particulière d'étoiles à neutrons en rotation sur elles-mêmes. C'est en fait les étoiles à neutrons avec la rotation la plus lente, entre 2 et 12 secondes, donc, mais quand même avec un champ magnétique extrêmement intense, au-delà généralement de 10 puissance 10 Tesla. Donc les deux sont reliés, puisque si vous avez un champ magnétique très intense, votre étoile à neutrons va rayonner de manière très puissante des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'elle va être freinée très, très rapidement. Et grâce à ce champ magnétique, ces magnétars montrent du rayonnement X soit persistant, c'est-à-dire un signal qui est continu, soit transitoire avec des bouffées de rayonnement X et de rayonnement gamma, généralement sous forme d'éruptions sporadiques qui sont vues en rayon X et rayon gamma. On connaît à peu près une trentaine de magnétars à ce jour. Ils sont tous dans la Voie lactée, ou presque tous. Il n'y en a que 3 qui ont montré des éruptions géantes que je vous ai indiquées au début. Donc, ce sont vraiment les trois mesures d'éruption avec une énergie colossale qui sont connues jusqu'à présent. Et leur grande particularité était au début le fait qu'ils ne font pas partie d'un système binaire. Et maintenant, on sait aussi depuis quelques années qu'ils émettent comme les pulsars dans toute la gamme du spectre électromagnétique, pas seulement en rayon X et rayon gamma. Et donc, ça les rend un peu moins particuliers par rapport aux pulsars maintenant. Leur âge caractéristique est relativement jeune. Enfin, c'est plutôt, je devrais mettre 1000 et 100 000 ans. Donc, ce sont des étoiles relativement jeunes. Et le problème
qu'on avait avec les magnétars, c'était le problème du bilan énergétique de la luminosité X. Parce que si vous avez la source principale d'énergie qui provient de la rotation, vous avez forcément la luminosité rotationnelle qui est plus grande que la somme des luminosités de rayonnement radio X et gamma. Or, pour les magnétars, on avait vu que la luminosité radio est en fait beaucoup plus petite que la luminosité X. Ici, vous avez le diagramme qui résume cela. En X, vous avez la luminosité en rayon X. En Y, vous avez la luminosité rotationnelle. La droite, ici, correspond à la limite rotationnelle égale luminosité X. Tout ce qui est en dessous, vous avez plus de rayonnement X que de luminosité rotationnelle. Tout ce qui est au-dessus, c'est l'inverse. Donc, il y a pas mal de magnétars, effectivement, qui ont une luminosité X plus grande que la luminosité rotationnelle. Il y en a quand même qui se trouvent de l'autre côté. Donc, cette luminosité X, d'où provient-elle? Certainement pas de l'accrétion d'un compagnon, parce qu'en fait, on n'avait pas trouvé d'effet Doppler dans le signal, ni de retard dans le temps d'arrivée des photons, puisque si vous êtes dans une binaire, vous avez des variations de temps d'arrivée des photons entre l'observateur et votre système binaire qui n'a pas été observé ici. Et donc la seule possibilité qui restait, c'était la dissipation, la reconnexion magnétique d'un champ intense. Et donc ça, c'est la source principale pour le moteur d'un magnétar. Donc ces modèles avaient été proposés dans les années 90. Au début, on ne les avait pas trop pris au sérieux, mais maintenant, c'est bien ancré dans notre domaine. Les magnétars, maintenant, sont beaucoup mieux étudiés. Alors, les modèles d'émission, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que là aussi, il y en a plusieurs. Hein. Mais globalement, pour vous donner une image simple, c'est qu'on invoque une reconfiguration du champ magnétique, donc soit une dissipation, soit une reconfiguration de la topologie magnétique, et son évolution, donc à la surface et à l'intérieur, va provoquer des contraintes au niveau de la croûte de l'étoile. Donc ces contraintes, parfois, sont tellement fortes qu'on va observer un craquement de cette surface, et donc vous allez modifier brutalement la structure magnétique du champ autour de l'étoile à neutrons, et donc vous allez libérer subitement de l'énergie qui peut créer par exemple des paires électrons-positrons à la surface de l'étoile qui vont se propager à des vitesses relativistes, vont peut-être aussi se heurter aux photons de basse énergie et les diffuser à une énergie plus élevée. Et à la fin, donc vous avez au niveau des deux pôles des paires électrons-positrons qui partent et qui se heurtent ici très loin de la surface de l'étoile à neutrons ici, et qui vont en fait freiner et rayonner du rayonnement X au keV et dans d'autres régimes aussi. Et en fait, à droite, vous avez des spectres qui sont très différents en fonction de la ligne de visée. Si je regarde à 15 degrés, j'ai un spectre qui est relativement ramassé autour de 10 keV. Si je regarde plus vers l'équateur, ici, vous voyez une évolution du spectre, de la forme du spectre vers des énergies plus élevées. Donc la forme du spectre dépend non seulement de la dynamique qui se passe dans cette magnétosphère, mais aussi dépend de l'angle d'inclinaison de la ligne de visée par rapport à la géométrie de votre système. Et ça, évidemment, ça complique les choses. Alors, dernier point que j'aimerais simplement soulever ici, c'est comment on peut estimer de manière fiable l'intensité du champ magnétique. Eh bien, pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle les raies d'absorption cyclotrons, notamment dans ce magnétar 0418 plus 5729. Eh bien, ce magnétar, il a montré une faible raie d'absorption en rayon X, et cette raie d'absorption, en fait, elle a varié en énergie en fonction de la phase de rotation de votre étoile. Donc, c'est représenté ici, à nouveau sur deux phases, deux périodes, et vous avez l'énergie. Donc, ça commence ici à une phase de 1,2 à basse énergie, 2 keV, et quand l'étoile tourne, en fait, on voit des raies d'absorption qui augmentent en énergie. Eh bien, tout ça, c'est interprété, en fait, comme une absorption de ces photons par les électrons dans un fort champ magnétique à cause des niveaux de Landau. Donc ici, les niveaux de Landau que je vous ai présentés précédemment, en fait, il faut les corriger du décalage gravitationnel vers le rouge, puisqu'on est proche de la surface de l'étoile à neutrons, donc il faut tenir compte de ce phénomène-là. Et donc l'énergie cyclotron,
les photons seront absorbés avec une énergie préférentielle de l'ordre de h bar oméga corrigée par ce décalage gravitationnel. Et donc, si on rentre les chiffres pour ce magnétar, il faut avoir un champ magnétique de l'ordre de 2 10 puissance 10 ou 10 puissance 11 Tesla pour l'absorption cyclotronique par les protons. En fait, les électrons, ce n'est pas moins probable que les protons, parce que pour maintenir des électrons stables dans ce système-là, en fait, c'est très difficile, donc on préfère utiliser l'absorption cyclotronique par les protons. Et donc là, on a une mesure directe du champ magnétique qui est incompatible avec un champ dipolaire, parce que le champ dipolaire, quand on l'estime, il vaut que 10 puissance 8 Tesla. Si on l'estime par le diagramme PP point avec la formule racine de PP point. Donc là, on voit qu'on a une preuve indirecte, claire, de la présence de champs multipolaires intenses qui sont plus intenses que le champ dipolaire global que l'on utilise d'habitude. Et même, le champ interne peut être encore plus grand. Donc là, c'est la preuve évidente qu'on a des champs multipolaires importants à la surface de l'étoile à neutrons. Ici, vous avez le schéma, c'est qu'en fait, la ligne de visée bouge dans cette direction quand l'étoile tourne, et donc vous allez scanner des régions différentes du champ magnétique avec des intensités différentes, ce qui va modifier l'énergie cyclotron d'absorption et du coup donner ce modèle-là. Alors, dernier transparent avant la conclusion, on peut se demander alors comment on génère des champs magnétiques aussi intenses. Eh bien, il y a deux scénarios. Le premier, qui est le plus simple, mais pas forcément le plus efficace, c'est à partir d'un champ fossile, vous partez d'une étoile progénitrice qui est magnétisée, et cette étoile s'effondre, donne naissance à une étoile à neutrons. Donc, l'approximation la plus simple consiste à dire qu'on a conservation du flux magnétique, c'est-à-dire que le champ magnétique multiplié par le carré du rayon de l'étoile à neutrons est égal aux mêmes grandeurs de l'étoile initiale. Donc, si je fais le rapport entre le champ magnétique de mon étoile à neutrons et de l'étoile progénitrice, je trouve R0 sur R au carré. Et donc, prenant des valeurs typiques pour une étoile et une étoile à neutrons, on trouve de l'ordre de 10 puissance 10. Donc, on peut augmenter le champ magnétique d'un facteur 10 puissance 10 par cette simple compression magnétique. Mais en fait, c'est très peu probable parce que le cœur toute l'étoile ne s'effondre pas, il n'y a que le cœur de l'étoile qui s'effondre, donc vous n'allez pas amplifier tout le champ magnétique. Et en fait, pour obtenir des champs de l'ordre de 10 puissance 10 Tesla, il faudrait des étoiles progénitrices qui aient déjà un champ magnétique de 1 Tesla au début, et il n'y a pas suffisamment d'étoiles de ce type pour expliquer tous les magnétars. Donc il y a un deuxième effet qui a été proposé, c'est l'effet dynamo, parce qu'à l'intérieur de ces étoiles à neutrons, il y a de la rotation différentielle et il y a aussi de la convection, un petit peu comme dans le Soleil. Donc à l'intérieur ici, c'est représenté ici, vous avez des cellules de convection en rouge qui induisent un mouvement méridional. La rotation différentielle induit un cisaillement, donc vous allez avoir un mélange entre un champ poloïdal et un champ toroïdal qui va amplifier le tout par effet dynamo, et il semblerait que ce type de procédé par effet dynamo en fait, associé à des instabilités MHD permettent d'aller jusqu'à ces intensités de 10 puissance 10, 10 puissance 11 Tesla. Voilà, alors pour terminer, conclusion, donc en fait sur les étoiles à neutrons en général et les magnétars et les pulsars en particulier, on a fait d'énormes progrès sur leur compréhension d'un point de vue observationnel. Maintenant, on les observe de la radio jusqu'aux rayons X et rayons gamma, donc on a vraiment tout le spectre électromagnétique. La polarisation en radio, on a pas mal de données, on a quelques données en optique pour certains pulsars, donc c'est très important pour comprendre la structure du champ magnétique, et bientôt on aura aussi la polarisation en rayons X grâce à un instrument qui vient d'être lancé il y a quelques temps, en décembre, qui s'appelle IXPE. Et le problème aussi qu'on a toujours quand on découvre ces objets, c'est qu'on les classifie d'une certaine manière qui devient désuète au bout d'un temps, et malheureusement elle ne reflète pas toujours la physique sous-jacente, donc on garde des noms qui ne sont pas forcément évocateurs de la machinerie qu'il y a derrière. D'un point de vue théorique, maintenant on peut faire des simulations numériques très détaillées, on peut avoir des modèles fluides avec du plasma, on peut aussi avoir des modèles cinétiques qu'on appelle particules in cell, des modèles très détaillés d'accélération.
pour comprendre l'électrodynamique de la magnétosphère, et on comprend de mieux en mieux le rôle fondamental qui est joué par le champ multipolaire, parce que le champ dipolaire n'est pas forcément le champ essentiel qui vous dit si vous êtes en présence d'un magnétar, d'un pulsar ou autre chose. Les sites d'émission sont aussi de mieux en mieux contraints, entre l'émission qui provient de la surface de la calotte polaire ou de régions plus lointaines. Nos idées commencent à s'affiner. En revanche, le mécanisme radio qui pourrait être utile pour les sursauts radio rapides reste encore un mystère, même 55 ans après la découverte du premier pulsar. On n'a toujours pas une réponse définitive sur le mécanisme radio sous-jacent. Et d'un point de vue plus fondamental, les étoiles à neutrons, en fait, sont un outil formidable pour étudier la physique dans des régimes qu'on n'atteindra jamais sur Terre, notamment des champs magnétiques extrêmement intenses, un champ gravitationnel tout aussi intense et des densités nucléaires, voire au-delà de la densité nucléaire. Donc ça, on pourra l'étudier proprement grâce aux futurs instruments, dont un est déjà en cours, XPE, mais d'autres comme Athéna qui verra en rayon X et aussi SKA qui verra en radio beaucoup plus de pulsars. Voilà, je m'arrête ici. Merci.